Le sujet que je vais vous proposer aujourd'hui s'intitule les difficultés liées à la pratique de l'odontostomatologie en République de Guinée et ses conséquences en santé publique. C'est un thème que nous avons réparti en deux chapitres. Un premier chapitre qui traite la présentation générale de la Guinée et un deuxième qui parlera des difficultés liées à la pratique de la médecine en général et de l'odontostomatologie en particulier. Abordant le premier chapitre, je dirais que la République de Guinée, c'est un pays qui est différent de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau, peu connu sur la scène internationale, et limité sur la côte ouest de l'Afrique de l'Ouest. Avec une superficie de 245 850 km² et une population de 7 730 000 habitants, la Guinée est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord-est par la Guinée-Bissau, au nord-est par le Mali et le Sénégal, et à l'est par la Côte d'Ivoire, au sud par le Libéria et la Sierra Leone. Comme le disait Michel Olayon, la Guinée potentiellement riche et terriblement pauvre. L'économie du pays, malgré d'importantes potentialités, tant du point de vue de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage que du tourisme, dépend encore largement du secteur minier, qui représente à lui seul près de 80% des recettes d'exportation du pays, 65% des recettes fiscales de l'État et 25% du PIB, avec à moins 16,5 millions de tonnes par an de bauxite. La Guinée est le deuxième producteur et le deuxième exportateur mondial de bauxite. En parlant des problèmes de la santé en général, je dirais qu'en plus des maladies occidentales répertoriées en Afrique, on rencontre des pathologies dites tropicales d'origine infectieuse, mais aussi carentielles, favorisées par le manque d'hygiène et l'éducation sanitaire. Ce sont des maladies qui, pour la plupart, pourraient être évitées, mais qui perdurent faute de moyens. Sur le plan diététique, l'alimentation est déficitaire du point de vue quantitatif, mais elle est aussi déséquilibrée au niveau qualitatif. On note en effet des problèmes de malnutrition chez les jeunes enfants qui seront plus sensibles aux maladies rencontrées lors du sévrage. Le nourrisson qui se nourrit alors du plat principal présente une diminution pondérale due à un apport calorique plus faible, mais aussi à une insuffisance protéinique. Sur le plan santé publique, l'eau est indispensable à une bonne hygiène. Alors que 55% de la population a accès à l'eau potable en zone urbaine, ils ne sont plus que 24% en zone rurale. La corvée d'eau incombe aux femmes et aux enfants qui vont la chercher à la rivière, aux marigots qui sont des lieux de rencontre où l'on fait la lessive. L'on lave et que l'on épuise l'eau nécessaire au quotidien. Dans certaines concessions, on trouve un puits qui, selon les régions, n'est plus utilisable à la fin des saisons sèches. Faute d'eau disponible, ce puits n'est malheureusement pas souvent protégé des conditions de ruissellement des eaux qui le contaminent. Selon l'évaluation mondiale 2000 des conditions d'alimentation en eau et d'assainissement lancée par l'OMS et l'UNICEF, environ un quart des 4,8 milliards de pays en voie de développement n'ont pas accès à des services modernes d'approvisionnement en eau et la moitié à des services d'assainissement. En Guinée, les structures d'assainissement collectif sont déficientes en raison des difficultés que créent leur entretien et leur extension. Les réseaux de drainage d'eau pluviale et d'évacuation des eaux usées, qui datent souvent de l'époque coloniale, sont peu fonctionnels. Mais ceci n'est valable que pour les grandes agglomérations. La majeure partie du pays rural ne présente aucune structure d'assainissement. Les principales causes de morbidité et mortalité en Guinée, selon une étude de 1990 menée sur plus de 850 000 cas de consultation dans les centres de santé guinéens, 5 types d'affections représentent 75% des pathologies. En premier lieu, nous avons le paludisme qui représente 27,2%, les maladies respiratoires 17,2%, les alimentaires intestinales 15,5%, les maladies diarrhéiques 8,4%,
et les maladies de la peau qui représentent 6,6%. On note aussi une morbidité beaucoup plus élevée chez les enfants de 5 ans, beaucoup plus vulnérables que dans les autres tranches d'âge. Selon les statistiques des hôpitaux préfectoraux guinéens, les maladies infectieuses respiratoires telles que la tuberculose et le paludisme sont les causes de mortalité qui prédominent tous âges confondus. La mortalité maternelle en Moyenne-Guinée, Fouta, est estimée à 8,21 pour 1000. Elle équivaut à 23% des causes de décès chez les femmes en âge de procréer, 15 à 45 ans, et à 38% des cas de décès chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans. Le programme de santé guinéen, comme de nombreux pays africains, la Guinée avait adhéré en 1978 à la déclaration d'Almata. Mais ce n'est qu'en 1984, avec l'avènement de la Deuxième République, que les nouveaux dirigeants confirment leur choix d'une politique de santé orientée vers les soins de santé primaire. En 1997, elle adopte l'initiative de Bamako. Après 2 années de préparation, 1986-87, le programme national de santé guinéen se met en place en 1988, soutenu par l'UNICEF. Il s'agit du programme élargi de vaccination, soins de santé primaire, médicaments essentiels, chargé de réorganiser les structures sanitaires de base et d'y appliquer les soins de santé primaire. Leur orientation principale aura pour but la primauté de la médecine préventive sur la médecine curative, le recouvrement des coûts grâce à la politique nationale de médicaments essentiels et la participation de la population à la gestion du centre. Parlant des infrastructures sanitaires, disons qu'en 1997, la Guinée possédait 7 hôpitaux nationaux, 7 hôpitaux régionaux, 26 hôpitaux préfectoraux, 331 centres de santé et 224 postes de santé. Parlant également des difficultés du secteur hospitalier, je dirais que le secteur hospitalier secondaire et tertiaire a mauvaise réputation. Les prix et les soins qui sont différents d'un secteur à un autre. À cette limitation financière, on peut ajouter la difficulté d'acheminement vers les hôpitaux de par les infrastructures déficientes du pays. De plus, la qualité des services étant moindre, la population est peu inclinée à les utiliser. Les hôpitaux publics sont pour la plupart délabrés. À Sigiri, l'hôpital préfectoral très sombre possède des dortoirs où sont alignés des lits de métal sans matelas, où quelques malades livides gémissent en silence. Les murs sont noirs de cave, presque non islam. Et l'on se demande s'il ne vaut pas mieux être malade ce soir plutôt que de développer une maladie nosocomiale dans ces lieux sans hygiène. Ainsi, pour appuyer notre témoignage, nous pouvons citer le ministre de la Santé d'alors, le professeur Salihou Diallo, qui faisait part à la presse de la disparité entre les différentes structures sanitaires du pays, a lui-même annoncé les travaux de rénovation de l'hôpital de Sigiri. Au regard de la précarité des conditions de travail dans ce centre hospitalier, janvier 2001. Cependant, la visite de tels hôpitaux reste rare et il ne faut pas faire oublier les importants financements de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des ONG, plus de l'OMS, qui ont servi à la réhabilitation et à l'équipement de nombreux d'entre eux, tels que l'hôpital Bignaspi, à Conakry, Lélouma et à Gawal. Les plateaux techniques sont parfois peu exploités. Parlant des répartitions du personnel, disons que la répartition du personnel est inappropriée. Si les effectifs des hôpitaux de la capitale et ses environs sont faramineux, les zones rurales manquent cruellement de personnel de santé, accentuant encore les disparités ville-campagne. À titre d'exemple, la préfecture de Kouroussa compte un médecin pour 14 000 habitants, lorsque celle de Sigiri en compte un pour 6 000 habitants. Le mélange des ethnies voulu par le gouvernement n'est pas forcément adapté aux réalités du terrain. Souvent, les personnes mutées ne comprennent pas la langue et ne vont pas donc s'investir dans la promotion des soins de santé primaire d'une région qu'on leur a imposée. En parlant des ressources financières, disons que la part du budget dévolue au ministère de la Santé publique est de l'ordre de 1,7%, ce qui est minime, et 7,6% si l'on considère le budget de l'État hors dette. L'OMS préconise 8 à 12% des dépenses de l'État. La Guinée assure le budget de fonctionnement et l'investissement est pris en charge par les aides extérieures. L'État intervient un peu, il prend en charge le salaire des fonctionnaires de santé. Il reste peu d'argent pour financer les mesures de soins de santé primaire ou la réhabilitation de centres de santé.
De plus, les fonctionnaires peu payés, en effet, il arrive fréquemment que l'État ait des retards dans le versement des salaires. Mais comment allouer un budget décent à la santé lorsque la dette extérieure du pays atteint 75% du PIB et que la corruption gangrène le système à tous les niveaux? Les aides financières sont principalement assurées par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les États. La France est le principal bailleur de fonds de la Guinée en 1994 avec 31,7% du total de l'aide. L'aide extérieure peut être importante, comme c'est le cas pour l'UNICEF qui finança le programme PEV-SSP guinéen à hauteur de 90% durant l'année 1990. Le secteur privé est peu développé à Guinée et la majorité des structures privées agréées par le ministère sont répertoriées à Conakry. Ce sont les pharmacies, les cabinets et les cliniques privées où n'ont accès que les gens aisés et les expatriés. En Guinée, l'État est le premier voire l'unique employeur. Il existe 2 hôpitaux privés d'entreprise réservés au personnel, à Fria et à Kamsa. Ces 2 hôpitaux et quelques dizaines de médecins sont agréés et financés par les sociétés minières. Jusqu'au milieu des années 80, le secteur privé était interdit et les ONG, l'aide bilatérale quasiment absente. En parlant des problèmes relatifs à la santé bucco-dentaire, disons qu'en Guinée, l'odontologie s'est très peu développée au cours de ces 30 dernières années. Les raisons sont multiples, essentiellement liées aux facteurs politiques et économiques. De fait, aujourd'hui, cette insuffisance en ressources humaines et matérielles ne peut combler la demande croissante de la population en matière de soins préventifs et curatifs. Durant la période coloniale, ce sont les guérisseurs traditionnels qui s'occupaient de la santé bucco-dentaire en utilisant leur pharmacopée habituelle. Après l'indépendance de 1958, on assiste à l'arrivée de dentistes venus des pays socialistes, Tchécoslovaquie, Russie, Cuba et Chine. Ce n'est qu'en 1960 que la Guinée indépendante initialisera un système de bourse en sciences odontologiques qui permettra l'envoi entre 1960 et 1980 de plusieurs dizaines d'étudiants dans différents pays tels que la Tchécoslovaquie, l'Algérie, le Cuba. Les besoins de la population augmentant, la décision est prise de former des cadres moyens sur place. Ainsi, entre 1974 et 1992, 6 promotions se succédèrent pour former un personnel dentaire non universitaire avec une formation courte mais efficace et moins coûteuse, dont l'appellation est infirmier spécialisé en odontostomatologie, ISO. Dans le cadre d'idées des soins de santé primaire et des axes privilégiés par la politique sanitaire du pays, la création d'une section de santé bucco-dentaire vit le jour au sein du ministère de la Santé publique. En 1986, dans un pays possédant 36 dentistes, soit 1 pour 260 000 habitants, et une forte prévalence d'infections bucco-dentaires, une mission française s'est engagée dans un programme de prévention et de soins mobilisant 20 praticiens se relayant pendant 3 mois, ce qui permet de soigner 6 000 patients. En 1988, cette coopération étroite aboutit à la création de l'association dentaire France-Guinée. En 1989, lors d'un séminaire réunissant tout le personnel de santé bucco-dentaire du pays, fut créée l'association des odontologistes de Guinée. Et en 1990, l'Ordre national des chirurgiens dentistes est mis en place. À la fin de l'année 1991, le doyen de la faculté de médecine et pharmacie incite les chirurgiens dentistes en poste à Conakry à s'impliquer dans la mise en œuvre de l'enseignement du département de l'odontologie, ce qui permit entre 1991 et 1993 à l'élaboration des programmes d'enseignement d'odontologie, la nomination en tant qu'enseignant de chirurgiens dentistes nationaux par le recteur de l'université de Conakry, la rénovation du centre hospitalo-universitaire IASDI avec l'arrivée de 3 fauteuils dentaires venus renforcer les 5 existants au centre dentaire de Conakry. Ainsi, à la rentrée de l'année universitaire 1993-94, une première promotion de 15 étudiants est mise en place. De plus, après leur promotion, les étudiants vont bénéficier d'une année de stage à Dakar, bénéficiant ainsi de structures mieux équipées et d'enseignants plus qualifiés. Parlant de la politique guinéenne en matière de santé bucco-dentaire, je dirais que la création du centre de soins et la réhabilitation d'hôpitaux a permis à la Guinée d'atteindre certains objectifs de sa politique de santé. Mais malheureusement, il n'en va pas de mieux pour le secteur de la santé bucco-dentaire,
qui tarde à se développer. Le budget de la santé, déjà insuffisant et restreint pour les soins médicaux, l'est encore plus pour la dentisterie, oubliée par le ministère et les services sanitaires du pays. La santé bucco-dentaire n'est pas considérée comme une priorité. Elle est souvent perçue comme secondaire par les médecins planificateurs. Effectivement, ces derniers étudient les problèmes de santé et établissent les priorités en fonction des principales causes de la mortalité infantile, parmi lesquelles, évidemment, les affections bucco-dentaires ne figurent pas. Cette situation crée un problème de dialogue entre le médecin planificateur, qui représente le secteur de santé tout entier auprès du ministère de la Planification et du Développement national, et qui raisonne en termes de mortalité, et le dentiste planificateur qui dépend du premier et qui raisonne, lui, en termes de morbidité. Au fait que la santé bucco-dentaire ne constitue pas une priorité pour le médecin planificateur, s'ajoute le fait du coût élevé de la formation des chirurgiens dentistes, lesquels sont le plus souvent orientés vers l'individu et les traitements curatifs. De surcroît, l'équipement dentaire, si simple soit-il, est très onéreux. Les soins de santé primaire bucco-dentaire, la promotion et le maintien d'une bonne santé bucco-dentaire passent par les soins de santé primaire. Les SSP bucco-dentaires consistent au diagnostic et à la prévention des maladies bucco-dentaires et sont fondés sur la participation de la communauté et la mise en œuvre des services dentaires. Les ressources sanitaires du pays, le système présente de nombreuses disparités régionales, tant au niveau du personnel dentaire disponible que de l'équipement proposé. En parlant des structures et des équipements dentaires, disons qu'à Conakry, nous avons 35 équipements, alors qu'à Kindia, il n'y a qu'un seul. C'est bien sûr à Conakry capitale et centre de formation universitaire que se regroupe la plus grande partie des infrastructures et des équipements. On notera qu'à Kindia, il existe 5 services dentaires, mais qu'il n'existe qu'un seul fauteuil dentaire. Le problème majeur de ces services est l'entretien et la réparation du matériel. De nombreux cabinets dentaires ont été implantés avec les hôpitaux nouvellement construits, financés notamment par la Banque mondiale, comme celui de développement en 1990. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, l'entretien et surtout la réparation des équipements dentaires sophistiqués sont devenus un problème majeur, surtout le continent africain. En effet, après la mise en place des cabinets, aucun suivi n'est assuré par ces organismes. Il n'existe pas de service après-don pour les fauteuils dentaires et autres instruments. Ainsi, à la première panne, le matériel n'est plus utilisé car le personnel n'a pas les compétences requises pour réparer ce matériel moderne. Il faudrait que les dentistes disposent d'un matériel simple, robuste, adapté aux conditions climatiques du pays et facile à utiliser. Les ateliers de travail devraient être sollicités pour une collaboration locale afin d'enseigner l'entretien et la réparation. En abordant les produits consommables, il n'est pas rare de voir les centres faire face à une rupture de stock de matériel dentaire à cause des difficultés d'approvisionnement. À titre d'exemple, le composite est une denrée rare, car outre le fait qu'il soit très cher, les difficultés pour s'en procurer sont réelles. Les professionnels doivent se rendre jusqu'au Sénégal. Dans certaines régions, les patients doivent parfois se présenter avec leur anesthésie. Parlant des personnels, disons qu'en Guinée, la Guinée comptait en 1998 53 chirurgiens dentistes, 48 infirmiers spécialisés en odontologie, 17 auxiliaires spécialisés en odontologie et 9 prothésistes, ce qui représente 127 personnes au service de la santé bucco-dentaire dans le pays tout entier. En 2000, 23% des dentistes guinéens étaient des femmes et 77% des hommes. Les techniciens dentaires ISO et ASO sont très importants. Parlant de la répartition des chirurgiens dentistes et auxiliaires, disons que les dentistes sont mal utilisés puisqu'ils sont le plus souvent cantonnés au niveau des grands centres urbains au détriment des zones rurales où vit 80% de la population. Ainsi, 75% des dentistes sont regroupés dans la capitale Conakry. Tandis que dans la région de Parana, région située vers la Haute-Guinée, on n'en compte aucun. Pour le technicien dentaire, c'est le même problème. Environ un technicien sur deux exerce dans la capitale. La population urbaine à Conakry en constante augmentation, 1,2 million, un dentiste pour 1 million d'habitants. En Guinée, la part de l'exercice libéral
reste faible puisqu'il ne représente que 9,5% des dentistes en 2000. Parlant de l'odontologie traditionnelle, dans le tiers monde, l'enseignement habituel en odontologie sans la santé publique est un obstacle majeur au développement d'une couverture de soins pour tous. Cette odontologie pratique des mutilations dentaires qui vont de la suppression d'un an de la couronne jusqu'à l'abolition de la totalité des dents. Elle utilise également le tatouage gingival qui est pratiqué à l'aide d'aiguilles de couture sans anesthésie et masser ensuite la gencive saignante avec de la poudre de charbon. Ensuite, nous avons les diastèmes. Parlant de la situation clinique, en Guinée, le manque de moyens, l'insuffisance et la mauvaise répartition des structures de soins, l'automédication et le manque d'informations font que beaucoup de patients n'iront consulter que lorsqu'ils n'auront plus d'autre choix. Ensuite, à la fin de nos travaux, j'ai fait quelques recommandations et j'ai élaboré un projet de manuel destiné aux populations analphabètes pour leur faire comprendre l'utilité de l'organe dentaire. Le projet de manuel destiné à sensibiliser les populations analphabètes à la prévention bucco-dentaire. Je vous remercie. En forme, c'était difficile pour nous. Et on est arrivé à un travail qui est très très bonne synthèse de la situation dans son pays. Et surtout, il y a une bonne analyse et une proposition de ce qu'on pourrait faire, parce qu'il y a des choses à faire et qui ne sont pas si contrôlées. Donc c'est quasiment une thèse, et je suis fière du travail qu'il a réussi à accomplir. Voilà, je tenais à le dire. Donc maintenant c'est à vous de juger. Oui, c'est vrai que c'est une thèse, c'est un travail qui peut tout à fait un travail de thèse. C'est comme je suis dans un travail de mémoire, c'est évident. Alors c'est pour ça que la présentation a posé un peu de problème, parce que c'est vrai qu'il faut se cadrer, ça peut demander combien de temps on a, etc. Mais ça ne peut peut-être pas être présenté comme un mémoire en un petit peu de temps. Donc ça a été, on nous a fait un peu dépêcher, je peux nous excuser, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de temps que les autres. Sinon, c'est vraiment très très bien, on fait ici tous les deux, on est quand même aussi, puisque c'est elle qui a dirigé, parce que c'est extrêmement complet surtout, par rapport à... On revient un petit peu sur Joséphine, c'est vrai qu'à mon avis, c'est plus elle qui fait un travail de mémoire, et là, c'est un travail de thèse. Et là, c'est vrai que, vous voyez la différence, il a été quand même beaucoup plus loin, effectivement, mais ça dépasse le mémoire. Le fait que ça dépasse, c'est parce que pour lui, c'était une utilité. Il fallait qu'il puisse l'utiliser en rentrant chez lui. Voilà, je pense qu'il ne fallait pas s'arrêter au fait de vérifier un massage de mémoire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Ensuite, on a compris les écoles, simplement, oui, donc ça va changer sûrement les choses, non, je suppose. Il faut. Et donc, les perspectives par rapport à ce qui est prévu. La suite pour vous, en Guinée. C'est de sensibiliser les autorités sanitaires, c'est investir dans le soin de santé primaire bucco-dentaire et de plus considérer la santé bucco-dentaire comme étant secondaire, de l'impliquer dans la santé en général. Parce que j'ai l'impression qu'en Guinée, le secteur bucco-dentaire est mis à l'égard. C'est pas considéré comme une priorité nationale. Alors que vous dites que si on intègre dans ces programmes prioritaires, en fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Ouais. Dans la mesure où il y a déjà la culture du sol, on va apporter des éléments. C'est ce qui lui reste à faire en rentrant chez lui. Hein? Pas attraper le travail, on régresse les autorités avec ce travail. Oui, c'est bon. Donc, je vais dans le même sens que ce qui a été dit, gros travail, c'est bien analysé. Et ce que vous avez remarqué aussi, vous avez écrit dans votre travail, c'est que c'est pas un autonomiste d'un pays ultra-élite qui doit venir vous voir et vous dire voilà comment il faut bosser. C'est vrai que vous connaissez le mieux, c'est vous êtes sur le terrain, vous connaissez la façon de travailler, vous connaissez le problème, et à la rigueur d'adapter une méthode de travail à votre pays. Donc c'est exactement ce que vous l'avez bien perçu, c'est exactement ce que vous proposez. Autrement, c'est vrai qu'il faut maintenant derrière que ça aboutisse, que vous ayez plus loin, que ça aboutisse en pratique sur le terrain.
Vous êtes tous reçus, commençant par Dr Ibrahim Moussa avec 11 de moyenne, parce que c'est difficile au niveau du contrôle continu de vous juger. Bien ensuite, à égalité, Madame Salverger et le Dr Nia, à 13,5 de moyenne, et en tête, Dr Traoré, avec 14 de moyenne. Voilà. Par contre, on va demander que les mémoires servent d'article au Dr Traoré et au Dr Maya pour passer dans la revue d'odontostomatologie tropicale. Donc il faut faire une synthèse. Une synthèse, ça veut dire 8 pages dactylographiées, les mots-clés en français et en anglais, le titre en français et en anglais, le résumé en français et en anglais. Hein? Donc vous voyez ça avec votre directeur de thèse. On s'y colle tous les trois. Voilà. On vous félicite. Et le travail mérite d'être publié, donc il faut que vous en profitiez pour qu'on parle de vous, que ça fasse avancer les choses. D'accord. Et comme ça vous permettra de le sortir, de le présenter. Voilà. Félicitations. C'est bien. C'est bien, bon travail. On va publier avec ça. Bravo. Ça c'est que bon. Mais cette publication, comment on Encore du boulot. Allez faire un coup de télescope. Alors, Bon, félicitations. c'est bien. L'arrivée ou l'augmentation de l'arrivée, je ne sais pas. Je vais lui demander combien de temps il met. Moi, je ferai dans une publication, on met votre nom en premier, et puis ceux qui ont participé, donc on se mettra avec vous pour que ça vous appuie et que ça passe dans la revue. Et il est important que tu mettes Narcisse avec, de façon, d'abord c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup publié, donc il est habitué et j'aimerais bien ne pas tout ça d'un coup. Tu lui dis de toute façon, je lui ferai transmettre. La partie anglaise, là, parce qu'il faut traduire en anglais. Oui, alors la partie anglaise, pour toi c'est un problème. Moi aussi, bon, alors pour les deux, on vous dira... Attaché à la faculté d'odontologie de Bordeaux. Et donc sur le travail, la Boubacar Traoré, ce qui est important de noter comme il l'a dit, c'est dans son mémoire, c'est de pouvoir, je dirais, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un odontologiste d'un pays industrialisé pour apporter les méthodes industrialisées. Il est important d'avoir sur place des professionnels qui connaissent le terrain et qui peuvent utiliser une méthodologie et l'adapter au terrain, à leur pays. Donc il est important derrière, après ce travail, ce bon travail, de pouvoir mettre en place ce qu'il a voulu présenter, pouvoir mettre en place un système bucco-dentaire qui soit performant, que ce soit au niveau de la prévention, avec insistant aussi sur l'éducation pour la santé bucco-dentaire, comme il a été noté, que c'était un des moyens qui est aussi extrêmement performant pour pouvoir sensibiliser la population. Donc, voilà, merci. Alors, je vous félicite. Et puis, je vous souhaite surtout bonne chance. Je n'en rajouterai pas plus, puisque M. Poisson a vraiment tout dit pour la suite. Alors, bonne chance, et puis peut-être un de ces jours. Merci. Bien, alors moi, je voulais dire que j'étais très fière du travail que nous avons fait ensemble. On a passé du temps et le résultat est tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais. Et surtout, je voudrais que ça serve à quelque chose et que dans ton pays, on puisse s'appuyer sur ce travail pour adapter de la prévention et surtout remonter le niveau médical dans ces endroits-là qui souffrent trop. Il faut faire quelque chose et il y a quelque chose à faire. Voilà. Bravo surtout. C'est bien. Et bon courage.
envoyé l'attestation ou on va la chercher? Il disait de venir la semaine prochaine. Fin de semaine, début de semaine prochaine, ça sera prêt. Ah. Mais sinon, ils vont l'envoyer après. Ah oui. Mais alors, Parce que après, j'espère qu'ils vont délai. l'envoyer, moi. Ouais, Non, tu peux- c'est pas tu la peux- peine que tu reviennes. Tu donnes tes coordonnées à la scolarité. Ou tu les rappelles en fin de semaine, Oui, début de pour semaine, en que leur ça demandant, débouche, voilà, ouais. parce que sinon tu risques de le recevoir Ouais. dans 3 mois. Hein. Ouais, ouais. Je pense que c'est surtout ça. hein. D'accord. Donc, on fait comme ça. On se téléphone. Je suis désolée de ne pas t'avoir rappelé, mais on se retéléphone. On disait cet été, Se poser. bon courage les bouts de Faire le pièces, frais. tu sais, puis dormir à la cave, ça marche bien. On va essayer, mais. Télétravail. Au revoir, qu'est-ce que ça? Allez. Bon, allez, merci beaucoup. Tout à fait. Félicitations encore une fois. On a vachement révisé la sécu parce qu'on